Michel Gérardin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au podcast FinTech Fair, premier podcast qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Volontiers, avec plaisir. Donc, je suis né à Rome et j'ai vécu toute mon enfance jusqu'au baccalauréat. Presque une année avant, je suis venu en Suisse. J'ai fait Rome-Port-Entruy. C'était un sacré changement, mais que j'ai bien aimé. J'avais un père suisse, une mère française. Ensuite, j'ai fait des études à Lausanne, à HEC, et j'avais l'idée d'être un économiste. Je voulais travailler dans le domaine de la finance, mais comme économiste. Et puis à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des chefs économistes qui travaillaient dans les banques. À Genève, ça n'existait pas. Et donc, on m'a dit, ah ouais, non, mais si tu veux faire ça, il faut aller à Zurich. Je dis, pas de problème. Donc, j'ai été à Zurich et j'ai commencé à travailler à Zurich dans une grande banque. Et puis, je faisais ma thèse de doctorat tout en travaillant comme économiste là-bas. Donc, j'ai fait coïncider, j'ai trouvé ça génial, mon sujet de thèse avec les recherches que je faisais pour la banque en question. C'était UBS, pour ne pas la nommer. Et donc, voilà, j'ai pu faire ma thèse de doctorat tout en travaillant. Donc, j'étais très content. Et je faisais ma thèse aussi parce que j'avais déjà un intérêt pour l'enseignement. Donc, je me disais, oui, travailler dans une banque, c'est bien. Faire des analyses macroéconomiques, c'est très bien. Mais j'aimerais bien aussi garder un pied dans l'enseignement. Et donc, tout au long de ma carrière, j'ai mené ces deux activités un peu en parallèle. Donc, analyse top-down, donc on part du scénario macro et on va jusqu'aux investissements. Et puis, parallèlement, faire des présentations aussi aux étudiants, transmettre ces connaissances, le savoir. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, voilà, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la banque, comme économiste, comme responsable des investissements. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai fait le pas d'aller vers l'indépendance. J'ai créé ma propre société, MacroGuide. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de mes initiales? Et j'ai dit, MacroGuide. Et donc, voilà, j'ai créé ma société. Et puis, parallèlement, j'enseigne à l'université. Et il y a 7 ans, j'ai découvert les cours en ligne, les MOOCs, les Massive Open Online Courses. Et on en a créé à l'Université de Genève. J'en ai dirigé une série de ces MOOCs sur l'investment management. Et j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. 25 heures de vidéos, des vidéos qui sont plus courtes que le podcast que nous allons faire ensemble. 5-6 minutes chacune. Donc, on saucissonne les sujets et puis, ils ont eu beaucoup de succès. Donc, et je suis content aujourd'hui de recevoir sur LinkedIn plein de témoignages d'étudiants dans le monde entier, en Inde, au Canada, en Afrique, de gens qui me remercient pour le cours, qu'ils ont trouvé très intéressant. Donc voilà, c'est devenu pour moi une valeur importante que celle de la transmission du savoir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On est content de vous avoir. Aujourd'hui, on va parler de votre dada. On va essayer de répondre à la question qui va être au centre de cette discussion. On va essayer de comprendre quel est l'impact de la politique monétaire appliquée par les banques centrales sur l'économie mondiale. On va parler de ça un peu plus en détail. On va voir quel est l'impact que ça a sur l'économie réelle, par laquelle on est tous impactés au quotidien. Et parce qu'on est aussi à la FinTech Fair, on va parler de l'impact que ça a sur les crypto-monnaies, selon vous. Avant de commencer, on peut faire une petite question pour savoir aujourd'hui où on en est avec tout ça. La politique monétaire qui est appliquée aujourd'hui, elle est de quel ordre? Quelle stratégie? Comment est-ce que ça se passe? Éclairez-nous un peu plus. Alors aujourd'hui, les banques centrales sont revenues à leur, pas un quotidien, si je peux dire, elles sont revenues à des politiques conventionnelles. Par politique conventionnelle, on entend une politique qui est axée principalement sur les mouvements des taux d'intérêt, les taux d'intérêt directeurs, que l'on monte ou que l'on descend, selon qu'on privilégie la lutte contre l'inflation, auquel cas on est qualifié de faucon, en un mot. Et puis... Je n'avais pas compris. Et puis, ou alors, donc là, c'est les gens les politiques qui se veulent très restrictives pour lutter contre l'inflation, donc on monte les taux d'intérêt. Ou alors, on est colombe, et colombe, ce sont
les banques centrales qui privilégient la croissance, le plein emploi, qui recherchent à stimuler la demande et donc la croissance. Et donc là, c'est plutôt les taux d'intérêt à la baisse que l'on fait. Donc, je disais qu'on est revenu à des politiques conventionnelles. Toutes les banques centrales aujourd'hui montent les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le danger, la principale inquiétude des banques centrales, c'est l'inflation. Et les banques centrales n'aiment pas du tout l'inflation. Donc, pour elles, ça reste l'ennemi public numéro un. Et donc, ce qu'elles veulent faire aujourd'hui, c'est monter les taux d'intérêt, freiner la demande et lutter autant que faire se peut contre l'inflation. Donc juste pour qu'on rappelle et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, l'impact du fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça crée un certain frein. Exact. Ça va diminuer tout ce qui est... Le taux d'intérêt, en fait, c'est le prix de l'argent. C'est le taux que vous gagnez quand vous mettez 1000 francs, vous les déposez sur un carnet d'épargne. En fait, vous renoncez à une consommation aujourd'hui et vous dites OK, je suis prêt à renoncer à consommer avec ces 1000 francs aujourd'hui et je préfère attendre une année. Mais peut-être que ce que j'aimerais acheter aujourd'hui, une nouvelle paire de skis, s'il y a de l'inflation, je préférerais les acheter aujourd'hui. Ah, mais s'il y a un taux d'intérêt, ça m'incite à épargner et dans une année, mes 1000 francs auront un petit peu augmenté avec ce taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, c'est le prix du temps, c'est le prix de l'argent. Donc, si on le monte, on incite les épargnants à épargner davantage, à consommer moins. On incite ceux qui investissent avec cet argent, donc de l'autre côté de l'épargne, il y a ceux qui empruntent, soit pour acheter des maisons, soit pour construire des entreprises avec des biens d'équipement, investir. Donc là, pour ces gens qui s'endettent, le taux d'intérêt, c'est un coût. Et donc, quand les banques centrales augmentent ce coût, on freine l'investissement. Donc, tant la consommation que l'investissement sont deux composantes principales de la demande. Et pour vous dire, la consommation, si on prend l'exemple des États-Unis, c'est 2/3 de l'économie américaine. Donc, quand on augmente les taux d'intérêt, on freine la croissance. On retire de l'argent qui est en circulation dans l'économie réelle. On l'amène, on renchérit le prix de l'argent et on incite les gens à épargner plutôt qu'à consommer et donc à freiner la demande et donc à freiner l'impact, à faire qu'il y ait moins de consommation et donc moins de demande pour des biens et des services et donc moins d'inflation. Et à l'inverse, quand on diminue les taux, et du coup, on est plus encouragé à consommer l'argent, comme vous dites, tout de suite. Donc, oui. À plus injecter dans l'économie de manière circulaire. Exact. Et vu qu'il y a beaucoup trop d'argent, sa valeur monte, donc l'inflation. Donc, exactement. Alors, on sort aujourd'hui d'une période très particulière. C'est la période, en fait, où c'était le rêve, tant pour les investisseurs sur les marchés que même pour les banques centrales. Parce qu'on avait de la croissance et pas d'inflation. Après la crise de 2008, on est rentré dans une ère qu'on appelle boucle d'or. Hein, vous vous souvenez de boucle d'or ? Alors, boucle d'or, voilà, c'est l'histoire de cette blondinette qui se perd dans les bois, qui rentre dans la maison des ours et qui voit 3 bols fumants sur la table. Et elle se dirige vers le plus gros, c'est celui du papa ours, et il est beaucoup trop chaud. Après, elle prend celui de la maman, il est beaucoup trop froid. Et celui du bébé ourson, il n'est ni trop chaud, ni trop froid, juste comme il faut. Et en fait, ce scénario boucle d'or, c'est le scénario de rêve pour les investisseurs et les banques centrales. Pourquoi ? Parce que l'économie est ni trop chaude, ni trop froide, juste comme il faut. Ni trop chaude, c'est-à-dire que quand une économie marche trop bien, on a ce qu'on appelle de la surchauffe. Donc, s'il y a trop de consommation, si tout le monde veut acheter des maisons, des Porsche Cayenne, des skis, donc les voitures, tout ça, les prix flambent et donc on a une économie qui est en surchauffe. Quand elle est trop froide, c'est quand il n'y a pas assez de demande. Et là, c'est la déflation qui menace, c'est les licenciements, c'est les pertes d'emploi, etc. Donc, une économie où il y a de la croissance, mais pas d'inflation, c'est génial parce que les banques centrales injectent des liquidités à tout va
normalement, ces injections de liquidités doivent créer de l'inflation. Mais là, on est sorti pendant toute cette période, je me souviens, je parle à des banquiers centraux, pour eux, ils envoyaient des questionnaires aux entreprises pour leur dire « Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous ne montez pas les prix ?» On ne comprend pas. Ils parlaient d'une énigme. Ils disaient « Avec toutes ces injections monétaires, normalement, si vous augmentez la masse monétaire, les prix doivent augmenter. » Alors, il y a plusieurs explications que l'on peut avancer à ce phénomène un peu étrange, de dire beaucoup d'injections de liquidités. Je vous donne un exemple. Le 24 février 2020, pandémie, les marchés commencent à dévisser. Ils ont mis quelques jours avant de comprendre qu'il y avait quelque chose de grave qui se tramait. Mais le 24 février, ils décrochent. Entre le 24 février 2020 et le 18 mars 2020, donc sur cette courte période, les bourses mondiales ont perdu en moyenne 35 à 40%. C'est énorme, en moins d'un mois. Un peu plus d'un mois. Non, un peu moins, pardon. Et bien, la Banque centrale américaine, les banques centrales, elles ont commencé à paniquer parce qu'elles se sont dit, ça y est, on part dans un trou noir, l'économie va tomber dans un trou, ça va être de la déflation, c'est le remake de 1929, la Grande Dépression, tout ça. Donc, ils étaient vraiment comme ça. Là, à la BCE, à la Banque centrale européenne, la Christine Lagarde, elle vient et elle dit, bon, on discute pour savoir s'il faut injecter 500 milliards d'euros, ou 600, il y en a qui demandaient 700. Pour finir, ils se sont arrêtés sur un chiffre, 750 milliards d'euros, décidément, et injection dans l'économie européenne, de la zone euro. Les Américains, ils sont arrivés et ils ont dit, pour nous, c'est chèque en blanc. On n'avance même pas un chiffre. C'est QE Infinity. On reviendra après quand on parlera du changement qu'il y a eu avec les banques centrales, parce qu'aujourd'hui, on est sorti de cet assouplissement quantitatif. Et donc là, ils ont dit, nous, on injecte, il n'y a pas de limite. Et normalement, il y aurait dû y avoir de l'inflation. La Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, la Fed, a doublé la taille de son bilan en une année. Entre mars 2020 et mars 2021, le bilan de la Fed, de la Banque centrale américaine, est passé de 4 000 milliards à 8 000. Ça aurait dû créer l'inflation? Pas d'inflation. Et les raisons que l'on peut avancer ici tiennent pour une part au fait que il y a une déflation ou une désinflation qui est exportée par la Chine, c'est-à-dire que les Chinois exportent des produits très bon marché et attirent des entreprises. Il y a la délocalisation du travail qui fait qu'on va produire en Chine, c'est bien moins cher. Donc, il y a toutes sortes de facteurs liés aussi à la mondialisation qui expliquent pourquoi, malgré toutes ces injections monétaires, on n'a pas eu d'inflation. Il y a eu un transfert monétaire d'un pays à l'autre, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. En fait, il y a aussi ce phénomène qui est en cours, c'est-à-dire on parle de pays comme la Chine, et ça aussi, ça participe de l'équilibre mondial, c'est que les Chinois consomment relativement peu, épargnent énormément, ils ont un taux d'épargne de plus de 30%, les ménages chinois, et par contre, aux États-Unis, il y a très peu d'épargne. Et donc, ce que font les Chinois avec leur surplus d'épargne, ils achètent. Forcément, il faut que cette épargne aille quelque part. Et une chose qu'ils font, c'est acheter de la dette américaine. Ils achètent des obligations du Trésor émises par les Américains. C'est même les plus gros détenteurs de ces obligations. Ils le font aussi pour essayer de soutenir le dollar et éviter que leur monnaie ne s'apprécie par rapport au dollar, ce qui leur permet de continuer d'exporter à vil prix. Donc, voilà. Mais si vous voulez, on a eu ce miracle de boucle d'or, de la croissance. On parle de inflation-less growth, c'est-à-dire qu'on a de la croissance et pas d'inflation. Et ça, pour une banque centrale, c'est du pain béni parce que, vous voyez, la Fed, le 20 mars 2020, de 18, elle dit, nous, on va doubler la taille de notre bilan, on va injecter à tout va. On sait que de toute façon, on n'a pas de prix à payer pour ça parce que l'inflation ne réagit pas. Mais alors, ce qui a changé, par contre, une fois que ça a été fait, c'est que derrière,
on a eu quand même le choc de la pandémie. Et l'inflation est arrivée, mais par une autre porte. Elle n'est pas arrivée des suites des injections monétaires, elle est arrivée de tous les problèmes qu'a posé la pandémie. Alors, il y a eu deux phases dans le mouvement de hausse des prix. La première, c'est tous les dégâts qui ont été faits sur la chaîne de production de la pandémie, toutes les coupures, les transports maritimes, les ports à l'arrêt en Chine et tout ça. Donc, et les faillites de certains acteurs en plein milieu du process. Exactement. Et donc tout ça, on a eu le supply chain disruption, donc tout ce qui sont les disruptions, comment on dit en français, disruption. Disruption. La disruption, Ou la rupture, voilà, dans les chaînes d'approvisionnement, la chaîne de production. Et ça a renchéri les prix. Ça a eu un premier impact. Et puis, deuxième choc aussi exogène sur les prix, et donc qui a poussé les prix vers le haut, la guerre en Ukraine, qui a fait exploser les prix du gaz, le prix des matières premières, le prix du pétrole. Et donc là, il y a eu un deuxième choc. Donc aujourd'hui, les banques centrales sont sorties de cette injection gratuite, si on peut dire, des liquidités, sachant qu'il n'y a pas de prix à payer en termes d'inflation. Aujourd'hui, on a de l'inflation. Donc aujourd'hui, les banques centrales disent « c'est fini, les injections, maintenant, on rétropédale et on monte les taux d'intérêt. Donc on ne mène plus de politique monétaire expansive, mais plutôt restrictive. Donc on est sorti du mode colombe et on est rentré dans le mode, je vais le dire en anglais, hawks and doves, les colombes et les faucons. » Donc ça, c'est l'état actuel de la stratégie qui est mise en place aujourd'hui. Oui. Réduire en tout cas la masse monétaire. Et renchérir le coût de cette masse monétaire, le coût de l'argent qui est le taux d'intérêt, pour freiner la demande et freiner l'inflation. Et ça, c'est la stratégie qui est appliquée par qui exactement? Ça, c'est à peu près toutes les banques centrales, à des degrés divers. Il y en a qui ont commencé avant. D'autres qui traînent un peu les pieds pour ça, mais on trouve quelques différences, surtout dans les pays émergents. Il y a des pays comme le Brésil qui sont partis avant, qui ont fait exploser les taux d'intérêt déjà avant que le fasse. Alors la banque centrale que tout le monde regarde, c'est les États-Unis, mais il y a aussi celle des pays émergents, donc notamment le Brésil. Ils ont commencé avant, ils ont provoqué une récession, ils avaient de l'inflation. C'était une inflation, alors en plus, c'est pas facile de piloter pour une banque centrale, d'essayer de contrer une inflation qui est liée au coût. En fait, quand on parle d'inflation, on a coutume de dire qu'il y a deux types d'inflation. Quand on enseigne ce qu'on enseigne dans les universités, c'est qu'il y a l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. Donc l'inflation par la demande, c'est celle dont je vous parlais avant, de la surchauffe. La demande croît plus vite que l'offre, donc les entreprises augmentent leurs prix parce qu'il y a trop de demande. L'inflation par les coûts, c'est une inflation où il y a par exemple le prix du baril qui augmente. Et il y en a une troisième que je rajoute. En fait, moi, pour reprendre le titre d'un film que vous connaissez sûrement, même s'il date un peu, je dis l'inflation, il y a la bonne, il y a la brute et il y a la truande. Alors, la bonne inflation, c'est la première, c'est celle qui est liée à la demande. De celle-là, on en rêve finalement. Pour une banque centrale, d'avoir de la bonne inflation, c'est assez facile à régler. Les gens consomment trop, donc on va freiner un peu leur ardeur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les taux d'intérêt. Elle est aussi plus flexible ou pas? C'est une inflation, mais qui est en quelque sorte saine. C'est-à-dire que les gens sont euphoriques, ils consomment à crédit, ils s'endettent, ils achètent des maisons, ils achètent des chalets, ils achètent des voitures. Et puis à un moment donné, on leur dit stop, là, ça a un impact sur les prix augmentent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux d'intérêt. Et la Fed l'a fait aux États-Unis déjà au début des années 80.
il y avait un dirigeant de la Fed là, qui s'appelait Paul Volcker. Il faisait plus de 2 mètres, donc on l'appelait Tall Paul. Et lui, il a poussé les taux directeurs, les mêmes qu'on regarde aujourd'hui, qui naviguent à 4,5-5%. Lui, il les a mis à presque 20%. 20%, le taux directeur. On avait une inflation qui était à 2 chiffres aux États-Unis. On était au-dessus de 10. Mais aujourd'hui, dans certains pays, dans la zone euro, on n'est pas très loin non plus de ces mêmes seuils. Donc, les gens sont quand même un peu inquiets. Ils se disent, mais s'ils font la même chose qu'ils ont fait dans les années 80 et qu'on a les taux d'intérêt à 20%, là, je peux vous dire qu'on va être mal. Donc, de cette inflation, finalement, c'est assez facile à régler. On met les taux d'intérêt et les gens se calment. Ils disent, attends, oui, si sur le chalet que j'achète à Verbier, je dois payer 20% d'intérêt tous les ans à la banque, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais peut-être vendre mon bien, je vais peut-être faire autre chose avec mon argent. Et donc, les gens se désendettent et l'économie revient, la demande diminue et les prix diminuent. Après, il y a ça c'est la bonne. Après, il y a la brute, et la brute, elle est liée au prix du brut. Facile à se rappeler. Donc, le brut, c'est le prix du baril. C'est une inflation qui est brute. Pourquoi ? Parce qu'elle peut intervenir dans une économie qui péclote. Vous n'avez pas beaucoup de croissance, vous n'avez pas beaucoup de gens qui consomment et tout. Il y a peut-être du chômage. Et tout d'un coup, bam, guerre en Ukraine. Le prix du baril explose. Il passe de $60 le baril à 80, 100, 120. Et donc, les coûts de l'énergie augmentent partout. Les entreprises répercutent ces hausses de prix, ces hausses de coûts sur leurs consommateurs. Et là, c'est l'horreur. En fait, c'est la stagflation, comme on dit. C'est une combinaison d'une économie stagnante et de l'inflation. Donc, vous n'avez pas de croissance et vous avez de l'inflation. Tout ce qu'on adore. Voilà. Et pour une banque centrale, c'est le cauchemar. Ouais. Parce qu'elle ne sait pas elle fait pas ce qu'il faut faire. Elle dit, est-ce que je dois baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance et éviter la récession ? Ou au contraire, est-ce que je dois les augmenter pour contrer l'inflation ? Donc voilà, ça c'est la brute. Et puis, il y en a une troisième dont on parle moins, mais qui est pour moi intéressante, qui fait aussi référence, vous savez, en finance, on parle beaucoup en termes avec des images d'animaux. C'est un peu la ménagerie de la finance. Donc je vous ai déjà parlé des... Voilà, alors il y a les taureaux, il y a les ours, il y a les faucons, il y a les colombes. Il y a les cygnes aussi, les cygnes noirs, les black swans. Alors pour moi, l'inflation truande, c'est un cygne noir. Qu'est-ce que c'est ? C'est une inflation qui naît d'une perte de confiance dans la monnaie qu'on appelle fiduciaire. Fiduciaire, fiducia en latin et en italien, c'est la confiance. Tout d'un coup, vous n'avez plus confiance, la banque centrale imprime des billets, et puis il y a quelque chose qui se passe, là comme ça, tout d'un coup, les gens, ils n'ont plus confiance. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont un salaire, ils se font payer en cash, ils courent au magasin pour acheter des biens et convertir ces billets en pâtes, en riz, en produits de toutes sortes, de biens nécessaires, pour faire des stocks, parce qu'ils se disent, à la fin du mois, ça va augmenter. Après, ils demandent à être payés toutes les semaines. Donc là, la vitesse de circulation de la monnaie augmente et elle se déprécie. Vous ajoutez des zéros sur les billets en banque, donc on a des histoires. On a chez nous l'exemple, il commence à dater un peu. Cette année, ça fait pile un siècle que c'est arrivé. C'était en 1923, en Allemagne. On a eu une période d'hyperinflation. La République de Weimar. Et voilà, donc on avait des inflations de plusieurs milliers de pourcents par mois. Donc des chiffres complètement astronomiques. On avait des billets, vous les voyez, les gens, finalement, ils les accrochaient au mur. Et ça valait plus rien, quoi. Vous achetez une miche de pain avec 1 milliard de Reichsmark. Aujourd'hui, il y a une situation, on n'est pas loin de ça, au Zimbabwe et au Liban. Aussi. J'ai des amis au Liban qui me disent, moi maintenant quand je vais au restaurant, je prends plus de porte-monnaie. Je prends ma brouette. Presque, voilà. Oui, mais au Zimbabwe, c'est ce qu'ils font. Ils ont des brouettes et ils n'ont plus le temps de compter les billets. Donc ils évaluent la hauteur de la pile
et ils disent, voilà, là, tu as 30 centimètres de billets, ça fait à peu près l'équivalent de $50. Ou au poids. Voilà, ou au poids. Et au Liban, ses amis me disent, bah, moi, aujourd'hui, je prends plus de porte-monnaie parce que j'ai plus de place pour tous les billets. Je prends un sac et je mets mes billets là-dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'inflation truande. Elle est très rare, mais elle existe, la preuve, Liban au Zimbabwe. Et elle peut arriver s'il y a une monétisation de la dette excessive, si la Banque centrale est mise à contribution pour payer les dettes de l'État. Ça, c'est typique, ça, c'est un cas classique où tout d'un coup, les gens perdent confiance et puis la monnaie ne vaut plus rien. Il y a un exemple, je peux vous en parler, ça fait une petite parenthèse, on sort de la thématique, mais c'est quand même lié aux banques centrales. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle de, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de trillion dollar currency, de trillion dollar coin. Alors, j'ai vu que vous avez fait un article là-dessus. Voilà. Volontiers plus de développement. Oui, c'est ça. Alors, vous avez peut-être vu la photo, c'est rigolo. Hein. C'est une photo d'une pièce qui reprend le design, le graphisme d'une pièce en or qui a été frappée pour commémorer un président, je ne sais plus lequel c'était. Et c'est écrit juste, il y a le sigle du dollar et 1 à côté. Donc là, ils ont repris le même truc, mais ils ont fait le dollar 1 et puis en indicé, sur la partie supérieure, il y a un petit T à côté. Et ce T veut dire trillion. Trillion, alors en français, ça peut prêter à la confusion. Trillion, c'est un billion en fait. Un billion, mais en anglais, c'est un milliard. Donc un trillion en anglais, c'est 1000 billions, donc 1000 milliards. Donc le Trésor américain réfléchit aujourd'hui à créer une pièce en platine, et la valeur de cette pièce, c'est 1000 milliards de dollars. Et avec cette pièce, ils veulent la déposer à la Banque centrale américaine, de nouveau à la Fed, et dire, voilà, nous, on te met cette pièce chez toi, c'est une garantie, c'est un collatéral, on le dépose chez toi, et toi, par un jeu d'écriture, tu nous crédites de 1000 milliards. Voilà. On a la dette des États-Unis, la dette publique des États-Unis, c'est 30 trillions, donc il faudrait 30 pièces, l'équivalent de 30 pièces-là, pour effacer la dette. Et il y a des gens aux États-Unis qui croient qu'il suffit, même un prix Nobel d'économie, Paul Krugman, pour ne pas le nommer, qui dit, c'est génial, on va faire ça, c'est même pas inflationniste la chose, parce que on va créer une pièce, on va la déposer là, la Banque centrale n'a pas besoin d'augmenter la masse monétaire. Il ne va pas y avoir de création monétaire, donc ce ne sera pas inflationniste. Et moi, je dis, non, mais il y a des gens qui marchent sur la tête. Vous pensez que pour régler, je ne sais pas, j'ai une dette envers vous, Zena, je vous dois 1000 francs, et je vous dis, pas de problème, Zena. Attends, je vais te donner un bout de papier, et je vais te dire, ça vaut 1000 francs. Voilà, je te le donne, et puis voilà. On a effacé la dette. C'est une autre forme de monnaie. Est-ce que c'est pas juste une autre forme parce que l'argent a commencé par le troc, on est d'accord. Et aujourd'hui, ça reste encore une forme de troc. Alors, est-ce qu'on pourrait pas... Je fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on essaye de pas simplement être un peu plus innovant? Oui, bien sûr, mais... Sans causer trop de tort au système actuel, qui est déjà en mal depuis un moment. Oui, mais... Je veux dire, on peut pas créer des monnaies comme ça, de toutes pièces. On ne peut pas s'endetter. À l'époque, c'est une pratique moyenâgeuse. On avait ça, les rois de France avaient coutume de payer leurs dettes en dépréciant leur monnaie. Il y avait Philippe le Bel, il prenait les pièces, ce qu'il faisait, il récupérait les pièces. À l'époque, la valeur d'une pièce d'argent, c'était le contenu en argent dans la pièce. Donc lui, ce qu'il faisait, il récupérait ces pièces, il les refondait et il diminuait la quantité d'argent qu'il y avait dans la pièce. Donc il augmentait les pièces en circulation et il essayait de rembourser la dette comme ça. Mais simplement, au bout d'un moment, les gens ils se sont rendus compte qu'ils étaient payés avec des pièces qui étaient dépréciées
Et la confiance part. Monnaie fiduciaire. Vous savez, aujourd'hui, vous faites confiance au billet de banque que vous avez dans votre porte-monnaie parce que vous savez qu'il a toujours une valeur. Vous pouvez toujours l'utiliser pour payer vos impôts. Il devra toujours être accepté. C'est le problème des crypto-monnaies aujourd'hui. Cette confiance-là, elle est écrite nulle part. Aujourd'hui, vous avez, c'est pas physique, hein, mais si vous avez des bitcoins sur votre clé USB ou sur votre code, il n'y a aucune garantie que votre contrepartie les accepte. C'est vrai, mais aussi, on se rappelle que justement les crypto-monnaies et des fintechs ont été créés à la suite du manque de confiance en 2008 de tout ce système bancaire et tout ce système qui a été mis en place. Et je vous remercie vraiment de mettre l'accent sur la confiance parce que c'est vraiment ce que je dis à chaque émission. Je pense que la confiance, c'est vraiment le nerf de la guerre de aujourd'hui et surtout de demain. Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Je pense que ceux qui arriveront à donner confiance aux consommateurs, aux clients, que ce soit par le marketing, que ce soit surtout par le marketing, mais aussi par d'autres outils, je pense que ce sera eux les gagnants de demain. À tort ou à raison. Ouais. Bon, après, il y a des as du marketing et qui donnent confiance jusqu'au jour où après, on se rend compte que c'est pas tout à fait que derrière si vous prenez par exemple l'exemple de SBF, là, Salman Bankman-Friedman, j'arrive jamais à prononcer trop juste son nom, mais enfin, celui qui a créé cette plateforme, là, FTX, de crypto, qui a fait faillite. Vous savez, celui avec sa grande tignasse, là, lui, il va finir en tôle pour le restant de sa vie. Il a réussi à faire tout ça grâce à la confiance, ou comme tous les autres. Oui, mais maintenant, il l'a détruite, cette confiance. Parce qu'on s'est rendu compte, c'était un as du marketing. Il était là, il allait à Davos, tout le monde était séduit. C'était un peu le Madoff dans le domaine des cryptos. C'est pour ça que je dis c'est à tort ou à raison, mais... la méthode sera là. Il dit quelque chose. C'est comme l'exemple de ces stablecoins. Quand on dit les stablecoins dans le monde des cryptos, qui est pour moi une forme de paradoxe. Parce que si on dit les stablecoins, on veut justement instaurer la confiance. Et donc, on dit acheter des cryptos, par exemple Terra Luna, et on dit, OK, vous achetez Terra, la crypto, et en fait, elle est backée, il y a derrière une garantie. Et qu'est-ce que c'est cette garantie qui donne cette côté de stabilité aux stablecoins? Ce sont des bons du Trésor américain. Alors moi je dis, attendez les gars, vous nous vendez des cryptos, vous dites nous on a quoi? Et en fait pour donner la confiance, vous revenez vous sortez du modèle crypto et vous revenez aux monnaies traditionnelles pour donner la confiance dans les cryptos. Donc déjà là... On donne de l'innovation aux sceptiques. On donne de l'innovation sceptique, c'est pas mal. Et en l'occurrence, l'exemple de Terra et le Luna, c'était exactement aussi, il y a aussi un côté fraude là. On vous vend des stablecoins, puis la monnaie n'est pas du tout stable. Il n'y a pas derrière le collatéral qu'on vous vend, de dire il y a des bons du trésor, il n'y avait pas. Elle était backée par une autre crypto, Luna. Et quand on s'en est rendu compte, elles ont fait le gros plongeon et elles ont disparu de la circulation. Donc, on ne joue pas avec la confiance. La confiance, c'est comme dans une amitié, une relation, quelqu'un. On dit toujours, on met beaucoup de temps à l'établir, des années, mais vous pouvez la perdre en quelques secondes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui est en train de se passer depuis le Covid, avec toute l'augmentation des théories conspirationnistes et tout ce qui va avec? Moi, j'ai l'impression, en tout cas ma lecture, de ce qui se passe actuellement, et c'est pour ça que je vous reposerai la question par la suite de où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec tout ça. Oui. Aujourd'hui, les gens ont un grand manque de confiance dans le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est l'ennemi numéro 1 des banques centrales. Et ça, c'est peut-être l'impact numéro 1, finalement, de tout ça. La confiance réduite dans le système bancaire. Oui, dans le système, alors on va dire bancaire, mais dans un sens large, ce qui implique financier dans un sens large. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est très compliqué, ce sera assez compliqué de regagner cette confiance. Oui, c'est ça, mais alors, il est perfectible, ça assurément, il n'y a aucun doute là-dessus, il est perfectible. Mais pour qu'il soit
perfectible. Pour qu'il y ait confiance, il faut aussi qu'il y ait des règles du jeu. Il faut veiller à ce que ces règles du jeu soient respectées. Il faut qu'il y ait des gendarmes, il faut qu'il y ait des shérifs dans le truc. Vous ne pouvez pas être comme ça dans la jungle et puis laisser le marché s'auto-déterminer, s'auto-réguler. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on a voulu essayer de faire dans le monde des crypto-monnaies, mais après, c'est le Far West. Et ça donne toutes sortes de... On le voit, on ne peut pas ouvrir un journal ou regarder sur les sites. Je suis un peu de loin, comme ça, mais le nombre de fraudes qu'il y a eu, de pump and dump, comme on dit, hein, on est là, on vous fait du marketing agressif pour faire monter le nombre de vues sur des posts et tout, et vous dire, cette nouvelle crypto qui est née, il y en a des milliers, c'est l'avenir et tout. Et puis, ça explose, les gens s'en mettent un peu dans les... Et puis après, you dump it, voilà, on la rejette. Donc... Moi, je vois ça comme un peu l'évolution naturelle qu'il y a comme dans chaque nouveau domaine. Ouais. En général, les gens qui viennent là-dedans sont plus ou moins avertis, quand même. Oui. Savent que c'est quand même... on va pas mettre toutes ces économies là-dedans, on est d'accord. Oui. En tout cas, pas autant que ce qu'on mettrait ailleurs. Ouais. Je pense que les gens sont assez au courant des règles du jeu. Après, c'est un risque qu'ils prennent ou non. Et je pense que cette... comment on dit ? Alors, est-ce que c'est la main invisible des cryptos? La main invisible qui se fait aujourd'hui dans le domaine des cryptos est nécessaire pour arriver à quelque chose de plus sécurisé et plus serein par la suite. Ouais. C'est un mal nécessaire. Peut-être. Je dirais qu'il y a quand même une part dans le marché crypto. On parlait de, justement, on vend bien la chose, donc on vend la confiance. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une partie des gens qui sont allés dans la crypto et qui ont compris ce que c'est, dans le sens technique. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont vu comme un actif financier, comme si c'était une monnaie sûre. Et je pense que c'est ces personnes-là, finalement, parce que au début, le Bitcoin, c'était pas sur des plateformes de trading. Il fallait acheter du Bitcoin, mettre sur son wallet, il fallait faire quelques étapes. Mais ensuite, récemment, ce qu'on a vu, c'est des places de marché qui ont permis de négocier les crypto-monnaies. Oui. Et là, ça change toute la donne parce que finalement, c'est comme quand moi, je vais sur une plateforme de trading d'actions, j'ai le même format, la même facilité. J'utilise de l'argent réel que je mets sur le compte de la plateforme et ensuite, je peux acheter ces monnaies virtuelles. Et là, il y a eu quelque chose qui a changé. C'est-à-dire qu'après, le public, il a eu facilement accès à plein de cryptos. Oui. Et c'est là où les mauvais acteurs, ceux qui ont voulu faire justement des fraudes, ont pu s'en mettre plein les poches. FTX, et je pense que c'est là la différence. C'est que je pense que, comme tu dis, Zina, il y a des personnes qui savent dans quoi ils vont, mais il y a aussi ceux qui voyaient quelque chose de sûr, parce que l'apparence en elle-même. Oui, et puis qui sont attirés parce que c'est toujours, on dit toujours, les marchés, les actifs financiers balancent entre deux extrêmes. Les Anglais, les anglo-saxons le disent très bien, on navigue toujours entre la peur et la cupidité. Fear and greed. Dans le domaine des cryptos, il y a beaucoup de greed, il y a beaucoup de... Bon, comme partout, comme les autres marchés aussi. Quand vous regardez la volatilité, quand vous regardez... Je vais vous donner un exemple. Le Bitcoin, quand on revient à l'exemple où Jerome Powell, donc le président de la Fed, annonce un chèque en blanc, injection illimitée de liquidités pour l'économie américaine, et en 12 mois, le bilan de la Fed augmente de 4 000 milliards à 8 000. Vous savez, le jour où il a fait cette annonce, le 18 mars 2020, à quel niveau se situait le Bitcoin ? On était autour de 4 800 $. 4 800 $, vous pouvez regarder le graphique, c'est le plus bas. De 4 800, il est passé à 60 000 $ en 12 mois. Il est passé de 4 800 à 60 000. Vous faites plus de 10 fois la mise sur votre investissement. Vous investissez 48 000 $. Hein, au bout d'une année, vous êtes à plus de 600 000 $. Donc, vous voyez la performance que vous réalisez. Pourquoi est-ce qu'il est monté ? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est, pour moi, les banques centrales, c'est aussi une chose qu'il faut regarder quand on fait de l'investissement dans les crypto-monnaies. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut regarder, hein, d'ailleurs.
en fait, vous pouvez voir sur tous les sites qui font des recommandations aux investisseurs intéressés dans les crypto-monnaies, c'est basé sur ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, qu'est-ce que c'est ? C'est une étude de l'évolution historique du cours et des projections à partir de cette analyse graphique. On appelle ça aussi des chartistes. Ils regardent un chart, ils regardent la volatilité, les courbes, etc. Ils tirent des traits sur ce graphique, ils relient les sommets qu'il peut y avoir dans un cycle et ils vous disent, voilà, ça c'est la résistance. Ils relient les creux qu'il peut y avoir aussi dans ce même cycle et ils projettent cette tendance et ils disent, ça c'est le support. Et donc, voilà, support, résistance, il y a des moyennes mobiles, il y a toutes sortes de choses techniques qu'on peut développer, mais la seule information dont vous avez besoin pour faire cette analyse technique, c'est l'historique du cours. Vous mettez ça dans un fichier Excel, vous redessinez, vous faites une moyenne des 3 derniers jours, 3 dernières semaines, vous regardez quand les moyennes mobiles courtes se dépassent les moyennes longues, c'est un signe qu'il faut acheter, etc. Donc, voilà, ce n'est pas une analyse fondamentale, c'est une analyse technique. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut appliquer cette analyse à tout ce qu'on veut. En fait, c'est intéressant, elle a été créée, cette analyse technique, au XVIe siècle par un commerçant de riz au Japon. Il vendait son riz et il notait chaque jour sur un bloc ses prix. Et après, il a fait, et on les appelle toujours d'ailleurs, le chandelier japonais. C'est dans l'analyse technique, je ne sais pas si vous connaissez. On regarde l'ouverture, la fermeture. Si on ouvre et on ferme plus bas, on va avoir une chandelle. On fait un petit rectangle comme ça. Et il y a des mèches aussi, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir ici, fermer là, mais il peut y avoir pendant la séance un cours plus haut que l'ouverture, auquel cas vous aurez une petite mèche qui sortira là. Et à l'inverse, vous pouvez avoir à un moment donné un cours qui est plus bas que le cours de fermeture, donc il peut y avoir des mèches des deux côtés. Et selon la couleur de la chandelle, si vous avez ouvert ici et fermé là, eh bien, vous aurez une couleur de la chandelle. Et si à l'inverse, vous ouvrez ici et vous fermez là, elle aura une autre couleur. Donc le trader Henry on regarde encore aujourd'hui, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les cryptos, analyse par les chandelles japonaises, les bougies japonaises. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez faire l'analyse fondamentale sur les cryptos, la seule chose que vous pouvez regarder, ce sont les banques centrales. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez avant, la monnaie des cryptos a été créée en réponse à ce manque de confiance. Ce manque de confiance, ces banques centrales qui jouent aux petits imprimeurs, les crypto-évangélistes, comme on les appelle, les fans de crypto, détestent ça. Et c'est pour ça que l'inventeur du Bitcoin a voulu créer une monnaie, comme on appelle aujourd'hui, déflationniste. Moi, je préfère dire désinflationniste plutôt que déflationniste, parce qu'une monnaie déflationniste, ça veut dire qu'il pousserait vers la déflation. La déflation, c'est le pire des mondes. On parlait avant de stagflation, mais la déflation, l'inflation est négative et il y a une chute de l'activité. Donc, désinflation, ça veut dire réduction d'une inflation qui est positive. Ça me paraît plus approprié. Il a créé, et ça c'était très intelligent, un Bitcoin dont il programme une diminution de la quantité de Bitcoin en circulation. C'est prévu pour que dans 150 ans, la quantité de Bitcoin en circulation atteindra un chiffre, je crois, de 21 millions d'unités. Donc voilà. Et donc, il n'y a pas d'augmentation de l'offre qui est prévue. Et donc, il n'y a pas de danger que celui qui joue avec le Bitcoin se retrouve tout d'un coup avec une dépréciation de sa valeur parce que quelqu'un décide d'imprimer une pièce en platine et puis rajoute un T à côté du signe 1 de T et dit finalement cette pièce elle vaut 1000 milliards. Donc voilà, d'augmenter comme ça artificiellement l'offre ne peut que déprécier la valeur. Et donc là, le jour où
Jérôme Powell annonce le QE Infinity, les fans de crypto-monnaie, ils ont bien compris le message. Ils ont dit, ça y est, la Banque centrale rejoue aux petits imprimeurs. Et là, tout le monde s'est rué sur le Bitcoin et il a pu passer de 4 000 à plus de 60 000. Donc on a une sorte de relation entre s'il y a de la confiance, le Bitcoin vaudrait moins. S'il n'y a plus de confiance, le Bitcoin vaudrait plus. Exactement. Et s'il y avait une totale confiance, il n'y aurait peut-être même pas de Bitcoin. Ou bien Oui, probablement. Vous avez raison. Le Bitcoin a été créé, enfin les crypto-monnaies à la base ont été créées aussi pour éliminer on appelle le middleman, tous les intermédiaires. Donc, on raconte toujours ces histoires comme quoi si vous prenez un billet de 1000 francs et puis que, à l'époque, quand il y avait, avant qu'on crée l'euro et que vous alliez en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, et vous faisiez tout le tour de l'Europe avec ce billet de 1000 francs, et que vous changiez à chaque fois votre billet de 1000 francs, avec tous les frais de transaction que vous avez, il vous restait moins de la moitié quand vous aviez fini de faire le tour de l'Europe. Et donc, on s'est dit, on va créer des monnaies digitales, on va créer des crypto-monnaies pour éliminer tous les intermédiaires et faire en sorte que ça soit plus efficient, les transactions. On réduit en fait tous les coûts de transaction. Après toute cette petite discussion, si je vous repose la question, oui. Aujourd'hui, on en est où et quels sont les impacts? Alors, dans les banques centrales, aujourd'hui, elles sont un peu au milieu du gué. Notamment si on regarde aux États-Unis, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas trop si la Banque centrale va continuer à durcir sa politique monétaire ou si, au contraire, elle se dit « ça y est, we're done ». On a fini notre travail. On pense qu'à partir de maintenant, l'inflation va commencer à reculer progressivement. Et donc, nous, on ne va pas... Il y a un terme que j'aime beaucoup en anglais, c'est « overkill ». On ne va pas surtuer l'inflation. On ne va pas risquer de trop monter les taux d'intérêt au risque de créer une récession. Il faut savoir s'arrêter avant, 3 à 6 mois avant. C'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment de la haute précision. Et il faut savoir anticiper, parce que entre le moment où vous montez les taux d'intérêt et le moment où ça va impacter l'économie, il faut compter bien 6 mois, 6 mois à une année. Donc, vous pouvez être confronté à une situation où vous vous dites « Ah bon, l'inflation, j'ai augmenté les taux d'intérêt, mais l'économie ne ralentit pas. Le taux de chômage, il est au plus bas de ces 53 dernières années aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale continue de monter les taux d'intérêt, parce qu'elle dit que l'économie est toujours booming. C'est toujours, ça marche plein tube. Mais peut-être que ça ralentit déjà, mais elle ne le voit pas encore. Et donc, si elle continue à monter les taux d'intérêt, à partir du moment où, quand ça va vraiment impacter l'économie, là, ça sera peut-être trop tard, on sera en récession. Donc, il faut lever le pied du frein avant, parce que sinon, vous allez avoir une récession. Donc, aujourd'hui, on est dans ce changement de cap où on est revenu à des politiques conventionnelles. Les banques centrales, elles sont sorties des politiques non conventionnelles basées sur les injections de liquidités, les assouplissements quantitatifs. La priorité est la lutte contre l'inflation, et la grande question, le grand point d'interrogation que nous avons, c'est quand c'est que ça s'arrête? À partir de quand est-ce qu'elles vont dire que l'inflation maintenant, je pense qu'elle va reculer, donc nous on arrête de monter les taux d'intérêt. On ne devrait pas en être très loin, mais il y a encore passablement d'incertitudes. Et il faudrait probablement voir un peu le chômage. La Fed va probablement vouloir voir un peu le taux de chômage qui augmente aux États-Unis. Parce que ce qu'ils veulent éviter, c'est ce qu'on appelle une spirale entre les prix et les salaires. Les prix augmentent, les coûts augmentent, l'inflation brute dont on parlait avant. Les entreprises répercutent ça sur leur prix de vente. Les consommateurs sont aussi des travailleurs, ils sont syndiqués, ils vont demander des augmentations de salaire à leur employeur.
Et ces augmentations de salaire, c'est une nouvelle hausse de coûts pour les entreprises. Donc là, on rentre dans une spirale des prix et des salaires et les banques centrales détestent ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont prêts. Il ne faut quand même pas sous-estimer le fait qu'ils ont vraiment une volonté qui est là, qui est très marquée, de tuer l'inflation. Ils se réunissent, ces banquiers centraux, une fois par année dans un trou qui s'appelle Jackson Hole dans le Wyoming aux États-Unis au mois d'août. Et la dernière réunion qu'il y a eu là, ils ont eu des mots très très forts, tant à la Fed qu'à la Banque centrale européenne, pour dire on est prêt à sacrifier la croissance. We're ready to sacrifice growth if need be. Donc si pour nous, lutte contre l'inflation, priorité numéro 1. Et si ça signifie d'avoir une récession, so be it. Donc, on est un peu au milieu du gué. Les marchés ont bien réagi depuis le début de l'année. Ils se sont repris. On a eu une année 2022 très difficile parce qu'on avait les banques centrales qui montent les taux et ça, les marchés détestent. Et puis aujourd'hui, depuis le début de l'année, ça a été un peu mieux, mais on a probablement été trop vite dans les anticipations que, voilà, c'est bientôt fini. La Fed a fini son travail de resserrer les taux et maintenant elle peut commencer à les baisser. Il y a probablement un peu trop d'optimisme là dans les marchés actuellement qui devra être corrigé. Donc les taux peuvent continuer à monter, c'est ça? Ils peuvent continuer à remonter, oui. Il faut suivre de très près les chiffres de l'inflation. Je pense que l'inflation aujourd'hui, c'est véritablement la chose qu'il faut regarder, plus que la croissance. On a même une situation qui n'est pas très bonne, pas très saine pour les marchés, c'est que quand vous avez des bons chiffres sur de la croissance, les marchés réagissent mal. Si par exemple, il y a eu, comme on a eu au mois de janvier, la publication des chiffres de l'emploi qui montre qu'on a eu une création d'emplois faramineuse, plus du double que ce qu'on attendait, et un taux de chômage qui s'est inscrit à un plus bas depuis 53 ans, les marchés n'ont pas du tout aimé. Normalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie marche bien, on crée des emplois, il n'y a pas de chômage et tout. Là, elles se sont dit, oula, avec ça, la Fed ne va pas baisser les taux. Et donc, les marchés dévissent. Donc, voilà, il faudra probablement attendre encore un petit peu. On a probablement été un peu trop vite. Les marchés aiment bien anticiper, mais là, ils ont peut-être anticipé un peu trop rapidement que c'en était fini des mauvaises nouvelles du côté des taux d'intérêt. C'est vrai qu'il y a toujours une influence des taux dans les portefeuilles d'investissement. Donc Vous qui avez travaillé dans le private equity nombreuses années, quelle est cette relation justement entre les taux et ensuite le portefeuille d'investissement? On va le diversifier différemment. Oui. Alors, les taux d'intérêt, clairement, ont un impact négatif sur les investissements pour plusieurs raisons. Sur la diversification ou sur l'investissement en général? Sur l'investissement en général. D'accord. Déjà, si un portefeuille, vous le composez vous faites ce qu'on appelle une allocation d'actifs, et les classes d'actifs que vous allez utiliser, il y en a 3 principalement. C'est le cash, les obligations et les actions. Donc, vous allez composer un portefeuille avec ces 3 catégories. Pour simplifier, on peut dire qu'il n'y en a que 2 en réalité. C'est le revenu fixe, cash et obligations. On peut considérer que le cash, ce sont des obligations à très court terme. Et puis le revenu variable, ce sont les actions. Et donc finalement, si on résume à ces 2 catégories, l'allocation d'actifs qui détermine plus de 90% de la performance à long terme quand même, donc la décision de combien est-ce que je veux dans un bloc ou l'autre, revenu fixe, revenu variable, c'est en fait une décision. Est-ce que je veux prendre plus de risques ou est-ce que je veux prendre moins de risques? Do I want to be risk on or do I want to be risk off? Donc, plus de risques, moins de risques. Et cette décision, c'est comme quand vous êtes sur un voilier et qu'il fait beau et qu'il y a du vent et que tout va bien, vous voulez aller plus vite, vous sortez le SPI, le spinnaker, pour vraiment profiter au maximum du vent qui est porteur. Quand la tempête arrive, vous ne sortez pas le SPI, vous rentrez les voiles et s'il faut, vous rentrez à moteur au port tout doucement pour éviter la casse. Donc là, c'est pareil. En investissement, quand vous êtes bullish, quand vous êtes le taureau et que vous voyez les marchés monter, vous sortez tous les turbos et vous mettez à fond sur le revenu variable, les actions, parce que ça performe bien.
À l'inverse, quand vous voyez une pandémie, quand vous voyez une guerre en Ukraine et tout, vous dites « Oula, on va réduire le risque et on va augmenter le cash et les obligations. » Les taux d'intérêt, c'est simple. Si aujourd'hui, vous aviez en Suisse, dans les pays de la zone euro, au Japon, un peu partout, pas aux États-Unis, mais on n'en était pas très loin, les taux d'intérêt sur le cash étaient pratiquement à zéro, voire négatifs. En Suisse, on sort d'une période où les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc vous laissez votre argent à la banque, à la fin de l'année, il y a moins sur votre compte d'épargne. La banque prélève une partie de votre épargne. Donc c'est quand même assez extraordinaire comme situation. Si on abuse de cette situation, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont retirer leur argent de la banque et ils vont le mettre dans des coffres forts. Ils vont le mettre dans des coffres. Parce que vous dites, plutôt que de le laisser sur mon compte, je préfère l'avoir dans un coffre. Au moins, l'argent, là, il ne bouge pas. Donc, c'est quand même un peu particulier d'avoir une situation où les gens sont plutôt incités à retirer l'argent de la banque et à le thésauriser sous un matelas ou dans un coffre. Alors, si vous augmentez le taux d'intérêt, comme aujourd'hui, on est plus négatif. Maintenant, on est à 2, 3, 4%, 5% aux États-Unis. Les gens, ils disent... Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Le mettre sur un compte d'épargne et avoir 5% en dollars? Ou l'investir à la bourse avec tous les yo-yo qu'il y a, la pandémie, la guerre en Ukraine, la bourse est volatile? Vous dites, plus les taux montent sur le cash, plus vous êtes tenté d'aller vers le risk-free, le risk-free asset, donc l'actif sans risque. Donc ça, c'est un premier impact. Il y en a un deuxième. Des taux d'intérêt sont utilisés tant sur les obligations que sur les actions pour ce qu'on appelle escompter les revenus futurs que vous allez faire. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un analyste financier et que vous devez juger de savoir si Nestlé est un bon investissement, vous allez regarder le bilan de Nestlé et vous allez faire des projections sur les revenus, les cash flows que Nestlé va générer en 2024, en 2025, en 2026, etc. Vous allez arriver à des estimations, des chiffres, puis vous dites, non, voilà, ça c'est mes chiffres que j'escompte qui sont là pour le futur, que je prévois. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Donc, vous partez d'une question de dire, que vaut 1 million ou 10 millions de francs que va générer Nestlé dans 2 ans, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Et donc, pour faire ça, vous allez escompter. Vous allez faire ce qu'on appelle une valeur escomptée. Et pour cela, vous allez utiliser un taux d'escompte. Et le taux d'escompte, c'est le taux d'intérêt. Donc, vous faites l'inverse que de dire, aujourd'hui, j'ai 1000 francs. Si je les investis à 5% d'intérêt, et que je laisse cet argent aussi avec l'intérêt, et combien est-ce que je vais avoir dans 2 ans? Dans une année, vous allez avoir 1000 plus 5% de 1000, et dans 2 ans, vous allez avoir 1000 plus 5% de 1000, et là-dessus, vous allez avoir de l'intérêt, et vous allez encore calculer de l'intérêt sur l'intérêt. Donc, on va faire un intérêt composé. Là, vous faites l'inverse. Vous partez de la valeur finale et vous revenez à la valeur aujourd'hui. Donc, quand le taux d'intérêt augmente, en fait, vous diminuez la valeur d'aujourd'hui. Et donc ça aussi, quand les analystes financiers doivent escompter la valeur de ces cash flows futurs de Nestlé et qu'ils utilisent un taux d'escompte plus élevé, ils diminuent la valeur que l'on estime correcte de Nestlé aujourd'hui. Et donc, vous diminuez l'incitation pour les investisseurs d'acheter des actions Nestlé. Ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Okay. Je me sens presque... coupable parce qu'en fait c'est comme si on faisait un cours pour nous-mêmes et puis en fait on partage ça avec les autres. Et c'est pour ça, c'est des questions qui sont intéressantes justement pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas forcément comment ça marche. Et donc là, ça donne aussi une vision, je trouve, plus claire et approfondie. Parce que des fois, c'est très en surface ce qu'on trouve sur Internet. Expliquant en surface les mouvements. Là, c'est plus comme quand on était à la HEG ou autre. C'est clair. Hein, D'accord.